Bonjour Nicolas Ederlé. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Ederlé, vous êtes président d'Adrien Stratégie. Vous venez de mener une étude, les entreprises construites pour résister au temps et aux crises, plongées dans le modèle des ETI. Et le constat que l'on fait, c'est que c'est source d'une résilience particulière. Oui, tout à fait Jean-Philippe. Première spécificité de ces ETI, c'est leur finalité. Parce que contrairement à d'autres entreprises, elles visent la pérennité. La croissance et la rentabilité ne sont pour elles que des moyens au service de cette pérennité. Bien sûr, hein. Qu'est-ce que ça signifie au juste, pérennité, viser la pérennité? Alors, viser la pérennité, ça va bien au-delà que simplement essayer de préserver l'identité ou l'indépendance de son entreprise. On constate que ces entreprises vont jusqu'à vouloir pérenniser l'ensemble de l'écosystème dans lequel elles sont insérées, parce que de fait de leur taille et de leur ancrage territorial, ces ETI sont beaucoup plus enclines à une logique de symbiose avec leur environnement qu'une logique de domination ou une logique de prédation. Oui, qu'on connaît bien par ailleurs. Finalement, sur quel levier elle s'appuie? Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier qui est un prérequis, c'est déjà la solidité financière, des capitaux propres importants et une trésorerie abondante. Au-delà, ce qu'on constate, c'est que ces ETI ne sont pas dans le fantasme de devenir plus grosses que le bœuf. Elles ont parfaitement intégré le fait que la taille ne constitue pas un mécanisme automatique de création d'un avantage stratégique. Et elles ont également compris une notion essentielle qui est celle de taille pertinente, qui est la taille minimale pour exister sur un marché, taille qui peut parfois s'élever par effet de palier lors, par exemple, de l'introduction d'une nouvelle technologie. Dès lors, leur objectif ne va être de croître que si ça leur confère un avantage stratégique. D'où ce qui est un peu leur mantra, grandir plutôt que grossir. C'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a finalement d'autres vertus? Alors, il y a d'autres vertus, il y a également d'autres éléments. C'est que comme elles sont de taille relativement modeste, elles n'ont que rarement les moyens de rentrer dans un rapport de force par rapport à leur grand donneur d'ordre. Et dès lors, elles vont un peu adopter la stratégie de l'abeille, qui est indispensable dans l'écosystème naturel, pour finalement essayer elles-mêmes de se rendre incontournables dans leur filière, et donc se positionner sur des métiers rares ou protégés, développer des compétences qui leur sont spécifiques, ou essayer de contribuer au développement de leur marché. Tout ça pour finalement acquérir de la valeur stratégique qui fera qu'elles seront incontournables dans leur filière ou dans leur écosystème. C'est absolument passionnant. Finalement, la réponse est à chercher en soi, si je résume la conclusion de votre étude, et non pas en imitant les autres. Exactement. Elles ont bien compris que dans un marché d'abondance, comme l'on est aujourd'hui, finalement, rien ne sert de répondre à la demande, puisque cela ne fera qu'amener tout le monde à mettre sur le marché les mêmes produits ou les mêmes services, et donc à une guerre des prix. Et donc, elles vont beaucoup plus essayer de s'appuyer sur leurs forces ou sur les compétences spécifiques que leur ont données leurs origines, leur ADN et leur histoire. Et donc, effectivement, être dans une posture d'offre. Et elles ont, comme vous le dites, très bien compris que la vérité n'est peut-être pas à chercher ailleurs, mais se trouve plutôt en soi. En tout cas, les leviers de leur pérennité. En tout cas, ce sont les leviers de leur pérennité. C'est ce qui leur permet de résister au temps et aux crises. Comment on fait passer enfin ce message-là en France, alors qu'on sait qu'on manque de ce tissu d'ETI et qui doit être soutenu? Et grâce à cette étude, grâce à un certain nombre d'ETI qui se développent et qui sont aujourd'hui des champions français, européens et pour certains même mondiaux sur leur niche, parce qu'ils ont réussi finalement à adopter ce qu'on appelle la posture du cerf-volant. C'est-à-dire qu'elles ont non seulement une offre qui leur est propre, mais elles ont développé leur capacité à s'abstraire du conjoncturel et à décoder les tendances lourdes, à identifier et à décoder les tendances lourdes, qui sont au-delà des tendances économiques, technologiques, souvent des tendances sociologiques. Et donc, elles vont être dans la posture du cerf-volant, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'arrimer leur offre à des vents favorables, à des courants porteurs qui vont pouvoir porter la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Et finalement, ces entreprises, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'elles sont dans une stratégie de focalisation, c'est-à-dire qu'elles vont à la fois essayer de développer
leur différenciation, mais sans cesse creuser leur sillon en améliorant leur avantage stratégique par le recours à des mécanismes de progrès continu, donc la capitalisation sur les savoir-faire, le développement de la formation et des compétences en interne ou la mobilisation du progrès technique. Bref, tous ces mécanismes qui leur permettent de faire mieux à moins cher en gagnant davantage. Et donc c'est l'alliance des deux, le renforcement de l'avantage stratégique et de la différenciation de l'entreprise par ces effets d'expérience qui va leur permettre d'acquérir cette position de spécialiste et de résister au temps et aux crises. C'est ce qui fait la valeur stratégique. Exactement. Merci pour cette plongée dans le modèle des ETI. J'aime beaucoup l'image du cerf-volant. On aurait pu prendre aussi celle d'une vague et la capacité à surfer les vagues. Exactement. Merci Nicolas Ederlé. Merci Jean-Philippe Denis.